Bon- Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce 4e regard croisé de la Hard Leadership University sur un sujet très important, très précieux, très sensible. Le dirigeant, architecte des relations pour une entreprise prospère. Avec Marielle Bloch-Delande, je reviendrai à vous dans quelques minutes, et Sylvain Brezard. Merci d'être là. La Hard Leadership University, je vous en dis quelques mots. C'est une université indépendante pour dirigeants et dirigeants qui est soutenue par la Jean-Noël Torel Fondation. Elle propose de faire émerger un mouvement de leaders qui dirige, qui innove, qui décide avec le cœur pour préserver notre humanité face aux grands défis de ce siècle. Elle propose des parcours de transformation, 18 mois, en action, en apprentissage, qui s'appelle Du cœur aux actes. Et d'ailleurs, la 2e promotion démarre demain, le 21 juin. Elle propose également de la recherche-action autour des imaginaires du leadership. Vous en saurez un peu plus dans quelques semaines. Il va se passer des choses, des contenus. Et elle accompagne des dirigeants qui sont désireux d'instaurer un nouveau rapport avec eux-mêmes et avec la planète. Regard croisé, donc c'est un rendez-vous avec des dirigeants et dirigeantes, auteurs et autrices. Nous sommes aujourd'hui au Labo de l'édition. Je suis ravie de vous accueillir dans ce lieu, qui est un lieu qui a été créé en 2011 par la ville de Paris et qui est opéré par l'Agence d'innovation de Paris, Paris Co. Merci Roxane Bittard, merci Nicolas Rodelet de nous accueillir. C'est un lieu donc, qui accueille, qui héberge des startups, des entreprises à mission du secteur du livre pour les aider à innover, à créer des liens, à créer des synergies. Et j'ai la chance, en tant que cofondatrice de Love for Livre, donc de l'accompagnement pour des personnes ou des collectifs à travers les livres et les sciences cognitives, d'être hébergée dans ce bel endroit. Merci beaucoup. Alors, on démarre cette rencontre ce soir et je vais vous présenter nos 2 invités du soir. Marielle Bloch-Delande, donc vous avez d'abord dirigé, enfin vous avez été Managing Director, si je peux le dire ainsi, du groupe européen Beauvais International, qui est un groupe spécialisé dans les transports, et vous en êtes devenue présidente en 1998. Ça fait un petit moment que maintenant vous dirigez ce groupe. Vous avez porté dans cette entreprise, et c'est un point qu'on va évoquer ce soir parce que c'est très important par rapport au sujet, une stratégie que vous avez nommée l'intimité client. Vous nous expliquerez ce que c'est. Des équipes apprenantes et empowered, autonomisées peut-être, vous nous donnerez votre traduction. Vous êtes économiste de formation, vous avez aussi conduit des recherches avec Marie-Josée Avenier, qui est directeur de recherche désormais honoraire au CNRS, sur la pensée complexe pour aborder différentes problématiques managériales et stratégiques. Bon, un parcours émérite, hein, je prends votre livre que je vais montrer. C'est pour ce livre notamment que nous vous recevons ce soir. Renforcer l'intelligence collective de votre entreprise, le management dialogique en pratique, aux éditions EMS, publié en 2021. Merci d'être avec nous. Sylvain, je me tourne vers vous. Sylvain Brezard, ravi également de vous accueillir. Aussi un parcours extrêmement riche. Vous êtes l'ancien président du Centre national des jeunes dirigeants. Vous êtes aussi président du réseau Étincelle. J'en dis un mot, ça me tient à cœur. Donc des jeunes décrocheurs scolaires que vous accompagnez pour être entrepreneurs de leur vie, pour reprendre le terme de ce réseau. Vous êtes aussi président de Greenpeace France et vous avez créé Norcis, une entreprise dans les services numériques à forte valeur ajoutée, où vous avez instauré, nous semble-t-il, la perma-entreprise. Vous nous expliquerez ce que c'est. Et je montre votre livre, qui est un très beau livre publié chez Erol et illustré par Étienne Appert. C'est important parce que c'est un livre qui est très didactique et où les illustrations jouent un rôle important. Voilà le livre de Sylvain. Et on démarre tout de suite, maintenant, notre rencontre, notre discussion. Alors Sylvain, est-ce que vous pourriez nous raconter finalement, alors c'est une grande question, hein, mais ce qu'est la perma-entreprise, comment vous l'avez découverte, qui l'a initiée, comment ça fonctionne en quelques termes simples, et puis aussi, d'une manière plus personnelle, vous en tant que dirigeant, comment ce concept, cette pratique a percuté votre vie, votre parcours de dirigeant, parcours émotionnel ou intellectuel. Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais je vous laisse toute liberté. Combien de temps, autant de questions ? De vous lancer. Liberté à vous. Ah, chouette. En fait, ma petite histoire a commencé, vous avez fait allusion, quand je me suis occupé du Centre des jeunes dirigeants, c'était début des années 2000. Et cette fameuse responsabilité sociétale des entreprises arrivait en France, des États-Unis. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que dans ce réseau d'entreprises, 5000 entreprises, il faut que j'impulse cette notion-là. Et pour faire en sorte que ça soit adapté à toute entreprise de toute taille, j'ai imaginé très modestement une démarche que j'appelais vers une recherche de performance globale d'une entreprise, avec 3 visions économiques, sociales et environnementales. La planète en 2000, on n'en parlait pas beaucoup.
Voilà, ça c'est mon chemin pendant 20 ans d'entreprise, 94, ça vous rajeunit comme ça. Et j'ai essayé d'expérimenter des tas de choses et surtout de montrer que ce modèle marchait. Parce que dans le monde patronal, vaut mieux montrer qu'on gagne de l'argent pour qu'on nous écoute. Donc ça a toujours été aussi mon leitmotiv. Ceci étant, en 2019, je me suis remis en question. Ma crise des 60 ans, pas celle des 40. Je ne suis pas précoce. Ceci étant, cette remise en question était liée au fait que je voyais bien que toutes les démarches dites de RSE étaient complètement insatisfaisantes, insuffisantes. Le monde n'a fait que se dégrader. Donc, voilà, arrêtons de se gargariser avec des choses que l'on fait. Et donc, en me posant ces questions-là, je suis tombé sur quelque chose qui est né dans les années 70. C'est-à-dire que 2 Australiens se sont dit, mais tiens, comment la population va pouvoir survivre si on est en pénurie de ressources ? David Holmgren et Bill Mollison, qui ont donc créé le concept de permaculture. Et là, j'ai été complètement interpellé parce que je me suis dit, cette permaculture, je vais très vite, qui s'appuie sur 3 principes éthiques, prendre soin des hommes, prendre soin du sol, fixer des limites à la consommation et redistribuer les surplus. Je me suis dit, mais ça, c'est universel. Ça doit s'appliquer à tout. Pourquoi l'entreprise ne pourrait pas s'appliquer ces principes fondamentaux pour en faire un modèle ? Et donc, je me suis lancé dans cette aventure, c'est-à-dire de créer un nouveau modèle de développement, pas RSE, de développement d'une entreprise qui se base sur 3 principes éthiques que j'ai un peu reformulés, prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses, parce que c'est le problème numéro 1 du monde. Et puis derrière cela, j'ai repris d'autres concepts de la permaculture. Ils appellent ça les principes de conception. Je vous donne des exemples. C'est faire un usage sobre des ressources qu'on utilise, chercher à les régénérer, utiliser les énergies renouvelables, ne pas produire de déchets, avoir une vision globale de l'entreprise, se réinventer en permanence, s'autoréguler, etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup à faire. Et j'ai rajouté derrière, dans ce modèle, des objectifs d'impact. C'est-à-dire que c'est un peu la figure imposée autour de ces 3 principes éthiques. Objectif d'impact, redistribuer 50% des résultats qu'on fait dans l'entreprise. Objectif d'impact, être en contribution nette et positive dans les 5 à 10 ans, etc. Et c'est ça qui me fait dire que si on est nombreux à développer ce modèle et à appliquer ce objectif d'impact, on peut changer l'évolution du monde. Quel message optimiste. Merci Sylvain, je reviens à vous dans 1 minute. Merci pour cette introduction. Marielle, vous pouvez évidemment rebondir, parce qu'on est là pour s'écouter. C'est très important. Et puis, nous racontez-vous le management dialogique qui est au cœur de votre ouvrage. Comment, pareil, vous l'avez rencontré ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Et qu'est-ce que ça change aujourd'hui aussi au sein de Beauvais International ? Alors, on a mené pendant 12 ans du crédit impôt recherche en sciences molles, donc en management, sur un thème large lié à la complexité. Complexité voulant dire interaction permanente. Et donc un système qui bouge tout le temps, et qui fait qu'on n'est pas sur des relations linéaires et causales et simples. Bon. Et dans ce crédit impôt recherche, j'ai travaillé avec Marie-Josée Avenier, qui à l'époque était directeur de recherche au CNRS. Évidemment, on s'est appuyé sur les travaux de M. Morin, par exemple, qui est quand même Morin, oui, qui est un grand de la complexité. Et on a travaillé, d'abord, elle a fait une étude de cas sur l'entreprise, donc on est sur la centrale des cas, pour travailler, pour comprendre le management, les résultats, enfin, tout ce qu'il y avait en cours déjà à l'époque. Et puis, on a commencé à travailler, alors je ne sais même plus comment, sur cette notion de dialogique, qui est en fait qu'on a mise en pratique pendant plusieurs années dans l'entreprise, et le crédit impôt recherche permettait de retranscrire toutes les avancées dans les tests, erreurs qu'on pratiquait avec les collaborateurs en Europe, pas simplement en France, pour en fait alimenter le crédit impôt recherche, mais qui nous obligeait à une cadence de travail, de réflexion, de recul, de remise en cause, d'évaluer, etc., qui ont complètement forcé le passage quelque part. Et donc, on a en équipe de direction, on travaillait avec les équipes, et on animait les mises en pratique pour que ça se démystifie, c'est-à-dire que le but n'était pas de donner des noms extraordinaires, mais de rentrer dans le fil de leur métier, et peu à peu on nommait les choses pour pas effrayer, si vous voulez, pour pas que les gens aient le sentiment de monter l'Everest. C'est ce qui est impossible en management, je trouve.
Et donc, on a sélectionné au fil de l'eau 5 dialogiques. Alors, une dialogique, c'est vous prenez 2 choses qui s'opposent, mais qui se complètent. Vous les gardez en tension, et il y a une sorte de courant électrique qui se passe entre les deux, et qui va vous amener à une 3e voie qui va être innovante, créatrice de valeur. Alors, pour vous donner un exemple, vous avez centralisé, décentralisé. Dans toutes nos entreprises, sauf une entreprise sur un seul site où tout est sur le même site, mais à partir du moment où vous êtes sur un réseau, vous avez des fonctions centralisées et des fonctions décentralisées. Et c'est vraiment des choses qui se heurtent et qui ne se comprennent pas. Et il y a un pouvoir du centralisé sur le décentralisé qui crée des tensions qui n'apportent rien à l'entreprise. Or, quand on est en pratique dialogique, on va dire « moi, décentralisé, je vais penser centralisé, et moi, centralisé, je vais penser décentralisé ». Et on va essayer de se comprendre et de se fréquenter. Et à partir de là, finalement, le centralisé qui demande des reportings à longueur de mois, ou les décentralisés ne savent même pas à quoi ça sert et ça ne les enthousiasme pas, parce que ça prend du temps et ils ne savent pas après dans quoi ça part, eh bien, on a la possibilité, avec le centralisé, d'essayer de comprendre l'utilité. Et comme les chiffres qu'ils donnent ne sont pas nécessairement les chiffres qu'eux voudraient avoir pour pouvoir évaluer leur propre activité, parfois ils disent écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas décomposer ça en plusieurs points pour pouvoir fabriquer également un outil dans notre service qui serait bien utile. Et hop, on monte comme ça en valeur, et finalement, le décentralisé va expliquer au centralisé les vrais chiffres qu'il faudrait peut-être suivre, mais sans avoir la prétention de le faire ainsi. Mais c'est ce qui se passe, in fine. Et le décentralisé, quand il va avoir des besoins, avant de les valider, il va aller voir le décentralisé pour lui demander si je vois les choses comme ci, comme ça, comment tu les verrais? Et là, on arrive à des choses qui fonctionnent. Et on arrive à des tableaux beaucoup plus intelligents et qui sont utiles aux 2 niveaux. Voilà. Après, on a travaillé sur exploitation-exploration. En général, ceux qui explorent, c'est des cols blancs qui sont dans des services de recherche. Et ceux qui exploitent, ce n'est pas les cols blancs, c'est les cols bleus, on va les appeler comme ça, ou des cols blanc-bleu, mais ce n'est pas des chercheurs. Eh bien, chez nous, toute personne qui est en exploitation est aussi un explorateur. C'est ainsi que plein de remarques de bon sens ou d'arrêt sur une situation ou de partage sur une difficulté va peut-être donner lieu à des niveaux de réflexion qu'il n'y aurait pas eu autrement. Après, vous avez une autre dialogique, par exemple, qui est cohérence interne et pertinence client. On est sur un positionnement chez Bovin International, donc on fabrique des solutions de transport avec des systèmes de pipeline, donc on ne fait pas du personnalisé en totalité sur la chaîne. On a des tronçons qui fonctionnent d'une manière régulière, et puis on personnalise par module, si besoin était, en fonction du cahier des charges. Et si vous voulez, quand vous avez une capacité à faire du personnalisé tout en ayant une partie qui est, je dirais, dans une obligation de productivité forte, pour pouvoir maîtriser vos coûts et avoir des prix de vente qui soient présentables, vous avez, si vous voulez, la pertinence client dans la spécialisation, la personnalisation, impose d'être ouvert au fait d'adapter les réponses. Et alors que la cohérence interne vous dit danger, parce que si vous faites tout et n'importe quoi, vous explosez en termes de coûts et en termes de prix de vente, etc. etc. C'est très intéressant, et c'est ce que vous développez dans le livre, en fait, voilà. Les différentes dialogiques qui sont instaurées au cœur de votre entreprise. Finalement, c'est plus peut-être une méthode pour arriver à des finalités en enrichissant pas une méthode. La perspective. Non, justement, c'est une question. Justement, c'est ma prochaine question, donc merci de rebondir. La prochaine question, c'est pour vous deux, d'ailleurs, Sylvain et Marielle, est-ce que la perma-entreprise d'un côté et le management dialogique de l'autre sont des cadres un peu rigides, un peu stricts, ou des pratiques souples qui s'adaptent au fil des évolutions de l'entreprise? Pratique souple. Allez-y, parce que vous aviez commencé, donc je vous laisse Marielle et on revient à Sylvain. Pratique souple. Pratique souple. Ah oui, vraiment, parce que en fait, on est en découverte. Donc si vous pouvez pas, cette histoire de tension et de 3e voie, tant que la 3e voie n'a pas émergé, vous la connaissez pas. Donc si vous êtes sur des pratiques dictées, ou la seule obligation,
c'est d'avoir une capacité d'animation de ces choses, parce que sinon, elles s'éteignent vite. Et pour garder le feu sacré, je dirais, il faut les faire s'exprimer, il faut que les gens arrivent à raconter leurs histoires. Nous, on n'est pas une société dans l'écrit. Donc, il faut que les gens puissent verbaliser, et on ramasse ces histoires-là, et là, on en fait quelque chose. Et après, on leur explique, mais t'as vu ce que tu as fait avec ça? Et c'est vous qui animiez concrètement quand vous dites... L'équipe de direction ou les managers. Donc le rôle des dirigeants était essentiel justement pour garder cette flamme que vous évoquez, vivante et féconde. Sylvain, vous, alors, pratique, cadre rigide ou strict? Non, cadre absolument pas strict, parce que je pense que chaque entreprise a son histoire. On n'est pas dans les mêmes secteurs d'activité, et donc vouloir appliquer de la même manière quelque chose, c'est la meilleure façon que ça ne marche pas. Donc le modèle perma-entreprise et toute la méthodologie qui est associée n'est faite que de construire avec le collectif, j'utilise d'autres mots, mais on est proche, pour bâtir un projet qui soit propre à l'entreprise, avec ses engagements évidemment en lien avec les principes éthiques et ses objectifs d'impact. Mais au-delà, si on remonte d'un cran, je pense que des entreprises, justement parce qu'on les conditionne avec de plus en plus de process. Mon métier, c'est l'informatique, hein, je peux bien en parler, c'est les énormes outils de gestion de production, tout ça, on veut tout processiser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, on est en train de faire des collaborateurs, collaboratrices, des espèces de robots. Applique, tape sur ton ordi, fais ci, fais ça, et derrière, quelquequefois, il n'y a même plus d'intelligence de situation. Je pense qu'il faut qu'au contraire, on revienne à le fait de construire ensemble des solutions et qu'on se méfie de tous ces process. Donc moi, je crois que globalement, il faut au contraire... Et les jeunes attendent ça, hein. Les jeunes veulent de l'autonomie, pouvoir prendre des initiatives, etc. Si vous les mettez dans des choses trop rigides, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que vous pourriez nous donner justement, Sylvain, des exemples de cette approche-là que vous venez de développer dans votre entreprise? Comment vous avez lancé des projets en mode perma-entreprise? Alors, je vais vous prendre parce que le projet perma-entreprise, voilà, consiste à formuler une raison d'être alignée sur les 3 principes éthiques et après à définir les enjeux de court et moyen terme avec des projets derrière. Je vais vous en prendre un. C'est par rapport à... On a, comment dirais-je, une traduction de la régénération des ressources humaines. Voilà, dans le concept perma-entreprise, il y a cette notion de régénération. Et posez-vous cette question, est-ce que vous faites un usage sobre des ressources humaines? Est-ce que vous régénérez vos ressources humaines? Vous allez voir que ça va complètement modifier votre politique RH, voire la sublimer. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est que de toute façon, les façons de faire, les actions, ne viendront pas de la direction, loin s'en faut. Elles viendront évidemment de sollicitations. On est 650, donc ça fait beaucoup. On a créé ce qu'on appelait un panel démocratique. C'est-à-dire que chaque début d'année, on dit... Tu veux être dans le panel ou pas? Si tu veux être dans le panel, tu t'engages à répondre à 6-7 sollicitations dans l'année, dans la semaine. Et ça booste énormément quand on se dit, tiens, on voudrait des idées sur un sujet, comment ça se passe? Alors, ce qui nous a scotché, c'est que justement, pour favoriser une énergie positive dans l'entreprise, on a fait des tas de choses, je ne vais pas faire la liste, mais on leur a dit, tiens, est-ce que vous n'auriez pas d'autres idées de dispositifs? Eh bien, on a été scotchés. Ils nous ont demandé, on voudrait être reconnecté à la nature pendant le temps de travail. C'est formidable. Voilà. Et ça venait d'un gros collectif, hein, 650. En France, au Maroc, pas de problème. On voudrait être reconnecté à la nature. Et pourtant, je côtoie des jeunes, Greenpeace, etc. Mais c'est franchement... Et donc, c'est pas grave, on a expérimenté, on a fait des bains de forêt, on a fait un jardin en permaculture sur un site. Enfin bon, au contraire, ça nous dynamise. Voilà, pour moi, c'est comme ça qu'il faut construire l'entreprise. C'est toujours partir des autres. C'est mon grand principe. Ne pars pas de toi-même, pars des autres. Et construis en partant des autres. Tu réussiras mieux que si tu pars de toi-même. Très intéressant. Je voudrais juste revenir sur une notion que vous avez évoquée qui me semble essentielle, la régénération des ressources humaines. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme? En fait, dans la perma-entreprise, il y a à un moment donné des questionnements qu'il faut aborder, qui est la régénération des ressources de manière générale. Alors évidemment, les ressources minérales, les ressources planétaires, les ressources matérielles, voire financières, mais également les ressources humaines. Et je prends toujours cet exemple parce qu'il y en a une qui est commune à toutes les boîtes, c'est les ressources humaines. Nous, on est dans l'immatériel, on n'a pas de matière première pour produire un objet, par exemple. Par contre, on a tous des ressources humaines. Pour chaque, je prends ça. Et puis parce que je pense que
le management et les ressources humaines devraient être au cœur des boîtes. Il faut arrêter de se gargariser avec des grands mots, mais c'est vraiment essentiel. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu faire? Traduire en énergie positive de manière permanente. Eh bien, ça passe bien sûr par des dispositifs qui facilitent l'équilibre vie pro, vie perso. Par exemple, on a mis le télétravail en 2015 en place. Pourquoi? Pour justement accentuer les moyens de flexibilité, d'organisation du travail. Et celui-là, on était bien content parce qu'on a vraiment anticipé une mutation qui, là, s'est imposée à tout le monde et brutalement. Ce qui fait dire à des tas de boîtes, oui, le télétravail, c'est pas si bon que ça ne marche pas. Mais bien sûr, ils n'ont rien fait avant et après, ils n'ont fait aucune conduite du changement. Ça ne peut pas marcher. Voilà, donc on a fait des choses comme ça. On a évidemment mis en place des modes de management qui sont basés sur le fait de dire tu peux prendre des initiatives, tu dois être autonome, il ne faut pas avoir peur, casse les règles, fais différemment. Ça, c'est source d'énergie. On a beaucoup travaillé sur le mode de management. Comme je dis, ne pars pas toi, pars de l'autre. Mais c'est aussi soit dans le dialogue, soit accepte la diversité des points de vue, ne discrimine pas, etc. Donc, vous voyez, c'est un champ très, très large que de s'interroger sur la régénération des ressources humaines. Et on n'a pas fini. Je suis sûr qu'on va encore inventer des choses. Mais la clé, c'est quand même le management. Parce que vous avez beau tout faire. Vous savez, l'époque Google, où on faisait des grandes pubs qui jouaient au baby-foot, etc. Puis derrière, vous avez des managers. Attends, tu as vu ce que tu as fait aujourd'hui, là? Et demain, il faut que ça soit réglé. Ça, c'est le stress pour 15 jours. Et après, on parle de régénérer l'énergie. Non, ça ne marche pas. Le management, c'est la première base. Merci beaucoup pour ce zoom. Je trouvais que c'était un sujet très important. Ça peut se débattre, mais... Merci beaucoup. Marielle, le management dialogique, est-ce que vous l'avez vu dans d'autres structures que la vôtre? Des exemples peut-être Non, ça n'existe pas. À part chez Beauvais International. C'est vraiment une innovation complète. Et du coup, votre envie, ce serait que ça soit c'est d'où le livre, diffusé. Parce que je trouve intéressant, à partir du moment où on a quand même acquis un certain capital d'expérience, de les raconter, et ça peut peut-être amener des managers ou des chefs d'entreprise sur leur périmètre qu'ils travaillent, de faire des tentatives. Vous avez été contacté déjà par des dirigeants et dirigeantes qui vous ont demandé des conseils, qui ont envie de mettre en place le modèle? Un petit peu, mais vous savez que le Covid, on n'a pas eu une diffusion presse ou conférence comme j'aurais voulu le faire. Donc, ça limite pour l'instant la visibilité du livre. Mais je pense que ça va se faire tranquillement, progressivement. Un bon livre a généralement une longue vie. Oui, Sylvain, vous, la perma-entreprise, est-ce que, à part chez Norcis, vous l'avez vu instaurer, développer, ou vous êtes vous-même acteur pour le développer ailleurs? Disons que ma posture est un peu différente, c'est que moi, je l'ai fait pour essaimer. C'est mon projet. C'est à la limite, voilà, j'ai pas 20 ans, vous l'avez tous vu. Donc mon projet, c'est d'essayer d'essaimer ce modèle-là, et puis après, j'irai dans ma campagne. Donc j'ai quand même beaucoup axé là-dessus. Et bon, c'est vrai que j'ai eu la chance que ça intéresse, hein, je ne vais pas le cacher, mais derrière, on a créé une école de la perma-entreprise pour accueillir des personnes d'entreprise qui vont le porter chez elles, pour faire en sorte qu'elles sachent convaincre un collectif et les embarquer plus facilement. Évidemment, pour tout un tas de cabinets de conseil. Tout est dans le livre, de la méthode de A à Z, ce qui fait d'ailleurs souvent on me dit « ouais, enfin une idée où on me dit comment faire ». Mais prenez. Moi, c'est ça mon leitmotiv. Je ne veux rien en faire de plus que... open source, en fait, d'une certaine manière. C'est ce que j'utilise. Le mot, c'est de l'open source. Prenez-le. Simplement, je ne veux pas que vous l'édulcoriez, parce que c'est aussi une grande pratique, ça, d'édulcorer les choses. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette école pour. Mais là, on va aller plus loin. On va essayer de créer un cercle des perma-entrepreneurs et tout un tas justement des chercheurs, etc., qui s'intéressent à ça. Enfin, voilà, moi, c'est différent. C'est mon projet, c'est essaimer. Ça demande un tout petit peu d'énergie. Hein. J'en doute pas, mais vous semblez ne pas en manquer, si je peux me permettre. Comment diriger en bon architecte des relations? C'est la deuxième partie de notre discussion. Je me tourne quand même vers la salle pour voir s'il y a une question à ce stade qui vous brûle les lèvres ou si on poursuit notre chemin. Pas de questions? Alors, on en prendra de toute façon à la fin de la rencontre. On est bien concentrés dans cette rencontre, on continue. Une question qui tient à cœur la Chalut, Hard Leadership University. Donc, est-ce que ces approches, elles vous ont vraiment aidé, sincèrement, à trouver un alignement corps, cœur, esprit plus authentique, plus profond, plus joyeux, peut-être? Je ne pense pas que j'étais plus triste avant. Non, franchement pas. Je pense que c'est dans ma nature et vous arrivez à ce type de démarche à partir du moment où vous vous posez des questions qui vous amènent à ça. Donc je pense que c'est plus une démarche de vie.
Quelles étaient ces questions d'ailleurs que vous posiez? Moi, je considère qu'une entreprise, c'est un lieu d'épanouissement. Donc, quand on commence à poser ce genre de choses, alors on s'épanouit comment et qu'est-ce qu'on fait pour favoriser l'épanouissement des équipes? D'où le management en équipe apprenante et empowered qui est en place depuis 1996 sur les 4 sites. Et qui vraiment, enfin, les gens ne se rendent même plus compte qu'ils fonctionnent comme ça d'ailleurs. Alors je leur dis, quand il y a des nouveaux, je leur dis, écoutez, discutez un peu avec les nouveaux pour qu'ils vous expliquent comment c'est dehors, quand même, parce qu'ils perdent la notion de ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Donc je leur dis, comme ça, vous dégusterez un peu plus ce que vous êtes capable de faire et comment vous fonctionnez en équipe. Et voilà, donc pour moi, c'est un prolongement. Bon, chaque dirigeant, je pense, a des réflexions qui l'alimentent et bon, moi, je considère que dans une entreprise de service où vous parliez de ressources humaines, je considère que le management est la clé de voûte pour permettre à une entreprise de développer son adaptabilité, étant donné qu'on vit dans un monde complexe. Donc, on ne peut pas être avec des choses sclérosées, rigides, matricielles. Enfin, c'est pas possible. Ça ne fonctionne plus, ce genre de modèle d'entreprise. Donc, il faut absolument... Alors, on ne peut pas non plus dire, allez hop, c'est la révolution, chacun fait ce qu'il veut, parce que là non plus, ça ne marche pas. Mais il faut ouvrir des espaces et permettre aux gens, petit à petit, de prendre conscience de leur potentiel et de ce qu'ils peuvent œuvrer en équipe. D'où l'importance de la notion d'intelligence collective, qui est vraiment à la fois un environnement d'expression qui évite que les gens stressent et qui leur permet... alors, dans l'équipe apprenante, c'est que vous pouvez être enseignant, enseigner. C'est-à-dire que tout le monde sait quelque chose et peut l'offrir aux autres et inversement. Alors, le seul truc qui ne marche pas là-dedans, c'est quand on a des personnages avec un ego important, tout le monde les regarde comme une bête curieuse et au bout de 15 jours, ils s'en vont parce qu'il n'y a pas de terrain d'expression pour l'ego important. Je ne vais pas le qualifier plus que ça. Et donc, c'est le seul truc qui ne marche pas dedans. On ne peut pas... intégrer des gens qui vont mettre leur moi en avant à l'encontre des équipes. Ça ne marche pas chez nous. Mais à partir de là, toute personne qui a un doute le partage avec qui que ce soit. Ils échangent entre eux sous forme de dialogue, donc c'est-à-dire au lieu d'être des monologues alternatifs, ce sont des échanges créatifs, puisqu'un dialogue, il est exploratoire, de manière spontanée. Et à partir du moment où on sait dialoguer, on va vraiment vers des écoutes actives de l'autre qui font qu'on n'est pas là à dire ce qu'on sait, mais on est là à se demander ce qu'on peut apprendre. Et ça permet déjà d'être beaucoup plus fort dans ses réponses, qui viennent assez spontanément, mais il y a un ancrage, si vous voulez, là, qui fait que les gens qui sont en dialogue, ils sont vraiment en écoute et en respect de l'autre, et personne n'est là à jouer, à vouloir démontrer qu'il est plus fort, qu'il détient le pouvoir, la connaissance, ou je ne sais quoi, ça n'existe pas. Mais par contre, alors ça ouvre un champ. Et vous voyez, les pratiques dialogiques, à partir du moment où vous avez ce terrain de fonctionnement entre les gens, il est à portée de main. Il est à portée de main. Donc c'est une sorte de suite logique, tout ça. Merci de nous avoir embarqués dans ce voyage. Sylvain, vous, l'alignement esprit-corps-cœur, est-ce que la perma-entreprise, c'est un déclic pour un alignement plus complet ? Tout à l'heure, on va en reparler, mais moi, je suis un fan de Syntex. Donc, vous savez ce qu'il a dit. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tous les êtres humains aient beaucoup de cœur pour voir comment le monde se dégrade. Donc, l'alignement, l'architecte, etc., c'est avant tout arriver à prendre conscience, à être lucide qu'il faut tous qu'on se remette en question. Et les entreprises, les premières, parce qu'elles ont d'énormes moyens, les entreprises. Elles savent super bien copier quelque chose qui marche ailleurs, l'adapter pour... Elles savent décider vite, elles savent y mettre des moyens, elles savent conduire du changement. Elles ont plein d'atouts, les entreprises. Si elles voulaient être lucides et prendre à bras-le-corps ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on verrait mieux. Et que les jeunes, franchement, moi, je les encourage à se révolter. Parce que c'est invraisemblable ce qu'on est en train de leur préparer. Donc, oui, le cœur, il est là. Il est là. Mais je ne suis pas le seul. Dans l'entreprise, sincèrement, tout le monde, à partir du moment où on ouvre ces débats-là, on propose des solutions, tout le monde partage ce point de vue. Mais il y a énormément de choses chez des tas de personnes qui sont renfermées, parce qu'on ne leur permet pas d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. C'est ça aussi. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises, non, on ne peut pas s'exprimer. Marielle le disait, hein, d'accepter la diversité des points de vue.
se rapprocher. Donc moi, le cœur, il est à ce niveau-là. Donc le modèle de perma-entreprise est une méthode, enfin c'est une vision d'une entreprise et une méthode pour traduire ça, pour essayer d'y répondre. Et il faut rester modeste parce que le travail est conséquent. Et cœur, justement, étymologiquement, ça vient de courage. Enfin, courage et cœur sont liés. Est-ce qu'il faut du courage, en fait, pour faire ce que vous faites, pour lancer ces approches? Non. Qu'est-ce qu'il faut, il faut alors avoir envie. L'envie. Bah oui, l'envie. Et puis, je vous dis, c'est presque itératif, quoi. À partir du moment où vous êtes dans une réflexion ouverte et que vous la prenez avec beaucoup d'observation, et puis il faut aussi s'amuser. Enfin, je sais pas, moi, demain, vous me demandez de diriger une entreprise de manière classique, que j'arrête de bosser, quoi. Ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est aussi une question de plaisir. Enfin, c'est pas cérébral, c'est être à la découverte de la vie. Voilà. Je pense que c'est très accessible. Alors c'est vrai, en tant que dirigeant, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de contraintes, on a toutes les bonnes raisons de ne pas aller comme ça sur des champs nouveaux. Mais quand on y a pris goût, on se rend compte qu'on est bien plus heureux comme ça. Donc voilà, non, moi j'ai pas le sentiment d'être une courageuse. Une bosseuse, oui, mais courageuse, non. Pas... Mais il faut être ouvert, il faut avoir envie de sourire, il faut avoir envie d'aimer les gens. C'est tout ça qui est derrière, en fait, je pense. Ça, ce sont des qualités d'un dirigeant architecte des relations, d'une dirigeante, mais oui, pour le coup. Si vous n'êtes pas concerné par les autres étant les collaborateurs, les salariés, les clients, les fournisseurs, les stakeholders qu'il y a autour, évidemment, il faut s'enthousiasmer. Moi, quand je vais en visite prospect aux clients, je suis complètement comme une pile électrique parce que je me dis, je vais découvrir une entreprise, je vais visiter l'usine, j'adore ça. Je vais découvrir des gens, je suis complètement... ça me passionne, voilà. Et après, tout se déroule derrière. Vous auriez dû faire partie du centre des jeunes dirigeants parce que on ne fait que ça. Allez voir les autres, comment ça fonctionne, visiter. Moi aussi, j'adore les usines. Moi, vous venez chez moi, c'est des ordinateurs, ça sent rien. Vous allez dans des usines, ça sent le bois, ça sent... il y a des âmes. C'est beau. Mais je partage complètement ce que vous dites, simplement. Et du coup, vous, Sylvain, le courage, est-ce que pour inspirer les autres, être singulier, il faut du courage? Je dirais qu'il faut de la passion. Il faut de l'énergie plus que du courage. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'encore une fois, le monde de l'entreprise passe son temps à se copier. C'est incroyable. À un moment donné, il y a une idée, là, ils se retrouvent tous entre eux dans des cercles. Bon, tu as fait ça, on y va tous. Voilà. Donc, voilà. Et je pense qu'il faut oser faire différemment. Ce n'est pas du courage, c'est simplement une posture. Et puis, il faut surtout ne pas être dans ses certitudes. Il faut avoir ses convictions, mais surtout pas ses certitudes. Parce qu'il n'y a rien de pire. Impossible de se remettre en question si on a des certitudes. Et ça, je pense que c'est des parcours de vie. Je ne dis pas qu'à 20 ans, j'aurais été comme ça. Voilà, mais je crois que c'est ça qu'il faut en tout cas qu'on transmette dans une entreprise. Et puis je rejoins, c'est vraiment... Moi, un manager à Nord6 ne pourra jamais être quelqu'un qui est un très bon technicien, très bon commercial, etc., s'il n'a pas le premier critère, l'intérêt pour l'autre. Voilà. Un manager qui n'a pas d'intérêt pour les autres, ailleurs. Et c'est vraiment le premier critère. C'est pour ça qu'on se rejoint beaucoup. Oui, tout à fait. Et comment d'ailleurs vous le vérifiez? Est-ce que vous avez un processus de recrutement particulier pour des exemples très concrets aussi pour ceux et celles qui nous écoutent? Comment vous faites pour savoir si... en quelques heures. Alors, c'est pas soit toujours... c'est ça, on greffe et après, comme vous savez, les gens qui ont le diabète maintenant, ils peuvent se suivre en permanence. C'est ce qu'on fait. Non. C'est pas toujours perceptible. Non, c'est magique. Non, il n'y a pas de vérité. Mais ce qu'on a cherché à faire, justement, comme il y a un manque d'authenticité dans les entreprises, et en ce moment c'est phénoménal, le greenwashing, le social washing, etc. Ce qu'on a cherché à faire, c'est plutôt de dire aux candidats, écoute, nous on te raconte des histoires. Tu pourras les vérifier. On va te mettre en contact des jeunes de ta promo qui ont fait la même école il y a quelques années, etc. etc. Et 2, c'est toi qui vas décider si c'est cohérent avec tes valeurs. Nous, on ne fait rien en fait. Voilà, c'est la seule posture qu'on a pour essayer qu'il y ait finalement une cohérence collective sur un partage de quelque chose.
C'est une forme d'autonomisation, finalement, dès le début de Mais la c'est relation. toujours de dire, partons de l'autre, quoi. Il faut partir de toi, tu es le candidat, c'est à toi de juger, c'est à toi de faire ton analyse, c'est à toi de voir si tu es cohérent avec ce qu'on cherche à faire, parce qu'on a un modèle complet, hein, et qui touche tout, qui touche ta vie au quotidien, qui touche ta rémunération, enfin, c'est un ensemble, donc c'est à toi de t'interroger là-dessus. Sinon, tu risques de venir par opportunisme. Ah oui, ça, ils vont venir parce qu'on a des écoles sur plusieurs années, beaucoup de formations. Bon, voilà, ils vont venir par opportunisme, mais ça va mal se passer. Et au bout de quelques temps, on arrête. Donc c'est pour ça que je pense que c'est toujours intéressant de dire c'est à toi de décider et de nous comprendre. Est-ce que les qualités que vous venez d'énumérer l'un et l'autre, appliquées à des cas concrets, ce sont des qualités qui relèvent de l'intelligence du cœur, à votre avis? Complètement, oui. Parce que, si vous voulez, quand on est sur des... Si on dit il faut être engagé pour son travail, il faut avoir des valeurs comme ci, comme ça. Bon, d'abord, tant que vous n'avez pas fréquenté les gens pendant des années, vous n'en savez rien. Et puis même des gens que vous pensez connaître, qui ont des étapes de vie, peuvent devenir différents de ce que vous pensiez qu'ils étaient, ne serait-ce que dans l'amitié. Enfin, il n'y a pas qu'en entreprise. Enfin, donc, oui, ça... Je pense qu'il y a des... Vous parliez d'authenticité, Sylvain. Je pense qu'il y a... C'est au-delà des valeurs, c'est-à-dire que quel est l'ancrage de vie des gens. Alors, ils n'en sont pas toujours conscients. Moi, je suis quand même un petit peu affolée du fait que les gens viennent travailler, et puis après, ils rentrent à la maison. Bon, là, ils sont dans leur vie familiale, ils ont leurs activités le week-end. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas de recul sur le sens de leur vie. Enfin, il ne faut pas non plus surdimensionner les choses, quoi. Et leur faire prendre conscience de ce que ça peut leur apporter, c'est un travail qui est quand même pas facile. Donc, aujourd'hui, en France, parce que le sujet n'existe pas dans les autres pays européens, mais en France, par exemple, moi j'en suis rendue au stade, il est tout en bas, où finalement je voudrais avoir des candidats bien élevés. Vous voyez, avec une bonne éducation. Bonjour madame, comment allez-vous? Qui ouvre la porte, vous voyez, quelque chose comme ça, qui fait qu'on retombe sur le fait de regarder l'autre et de s'intéresser à l'autre, quoi. Juste des choses comme ça. Je ne demande pas la lune, mais... Non, de la simplicité. Oui, et puis, parce que vous savez, l'éducation parentale qu'ont reçu les adultes qui viennent en entreprise, vous ne la modifiez pas, quoi. Vous ne la modifiez pas. Enfin, faut arrêter de penser qu'on transforme les gens. On leur crée des ouvertures et ils prolongent un chemin, mais on ne les transforme pas. Enfin, moi, je considère qu'on ne peut pas changer véritablement les gens. Donc, j'en suis au stade de la bonne éducation en termes d'avoir envie de faire des choses, d'être concerné, d'être content d'arriver le matin au boulot. Vous voyez, des choses comme ça, toutes simples. Je trouve qu'en France, ça devient très compliqué quand même, hein. Sylvain, d'abord peut-être un rebond à ce que vient de dire Marielle, et puis l'intelligence du cœur, du coup, c'est... Alors moi, j'ai une question. C'est quoi l'intelligence du cœur? On va demander à la HLU. Mais il faut m'expliquer. Alors, je ne veux pas parler au nom de la HLU sur ce point, parce que ce sont les spécialistes, mais c'est néanmoins une disposition comportementale qui combinerait l'empathie, le courage, l'intuition, par exemple. Est-ce que ce sont des notions qui vous semblent importantes pour ce dirigeant architecte des relations aujourd'hui? Je pense que l'intuition, c'est important, oui, mais qu'on ne met pas assez les collaborateurs ou collaboratrices dans ces démarches pour que l'intuition puisse s'exprimer, déjà, qu'elle puisse s'exprimer. Je reviens sur cette espèce de chape de plomb qu'on a par les process et autres. Mais c'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est des tas de choses qu'on a dans notre tête, puis à un moment donné, tac, ça se greffe, on dit « Ah tiens, ici on faisait ça ». Donc l'intuition relève de la curiosité, de l'intérêt pour les choses, pour tout. Voilà, c'est un enrichissement qui se fait au fil du temps et quelque part qui nourrit l'intuition. Donc dans l'entreprise, je pense que c'est des choses qu'on peut développer. On ne change pas un être humain, mais on peut faire évoluer ses comportements et notamment par du mimétisme. Je prends un exemple. Alors si c'est écrit nulle part que quand quelqu'un est là, on lui dit bonjour. C'est écrit nulle part. Et pourtant, des gens arrivent, on dit bonjour à tout le monde. J'ai même une anecdote, c'est qu'un jour, il y avait une personne qui faisait contrôle de l'URSSAF et les collaborateurs venaient. « Ah, t'es nouvelle, toi, paf, paf, une bise à la... » Voilà. Bon. C'est pas les Covid, hein, ah, mais c'était avant. C'était avant.
Mais c'est juste pour vous dire que, voilà, ça, c'est le mimétisme. Et le mimétisme a un rôle très important dans une entreprise. Et en tout cas, il faut lui donner un rôle important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les managers tournent sans cesse. Il ne faut pas qu'il y ait des gros turnovers dans les boîtes. Et en ce moment, dans certains secteurs, c'est énorme. Le mien, c'est entre 20 et 25% le turnover dans mon secteur. Donc, et puis, encore une fois, je vois ces entreprises qui affichent plein de choses. Moi, plus on affiche, plus on écrit, moins on incarne. Donc nous, on n'écrit rien et on essaie de transmettre. Donc moi, je le verrai là-dessus, l'intelligence du chaos. Oui, c'est très, très, très intéressant ce point-ci, parce qu'effectivement, les chartes, l'écriture pour graver dans le marbre, et là, vous êtes en train de nous dire finalement qu'il faut interroger en tout cas ce paradigme et oser faire autrement. Effectivement. Toutes ces raisons d'être qui naissent et qui s'affichent partout dans les entreprises, arrêtons. Qui est une raison d'être qu'on travaille dessus, oui, mais après, on la transmet, on fait de la pédagogie, on fait de l'appropriation, mais on pense... Enfin, bref. Est-ce que vous avez l'une et l'un et l'autre des exemples de dirigeantes et dirigeants particulièrement inspirants par rapport à vos convictions autour de vous, ou même dans le monde, ou même dans le passé, ou peut-être dans le futur d'ailleurs, si vous voulez les imaginer. Je veux bien répondre le premier. Ouais, vas-y, Sylvain. Autour de nous. Eh ben moi, j'ai Marielle. Ah. Voilà. Alors, moi, j'ai Sylvain. Faut que je le rende. Il y a du cœur ce soir. Alors, moi, je trouve qu'un monsieur comme Mandela, Gandhi, c'est un petit peu loin dans le temps, mais je trouve qu'un monsieur comme Mandela est terriblement inspirant à titre individuel et, enfin, c'est pas que dans l'entreprise. Et sinon, dans mes réflexions en cours sur... j'essaye de dégager du temps sur quelque chose que j'ai appelé un écosystème symbiotique d'entreprises, d'amener les entreprises à fonctionner entre elles totalement différemment sur le principe de la symbiose. Et en fait, j'ai été véritablement inspirée par un monsieur qui s'appelle Ernst Goscht, qui est un Suisse-allemand, qui est dans l'agroforesterie syntropique. Donc ça va du simple au complexe et qui a transformé des 400-500 hectares de terre tuées au Brésil et qui en a fait une forêt avec de l'agriculture dans la forêt. Et tout ça, ce système naturel de vie qui est bien plus exceptionnel que les systèmes que les êtres humains veulent mettre en place ou ont mis en place, a créé 17 rivières naturelles et d'une terre morte, on est arrivé à une terre complètement à nouveau vivante, parce qu'elle était vivante avant que l'homme fasse de la pratique intensive. Et ce monsieur développe des tonnes de choses, mais dans ce secteur-là, il y en a plein qui sont certainement très inspirants. Mais c'est quelque chose qui m'a... Entre autres, il a des paroles extrêmement simples de la place de l'homme, enfin de la place... Le fait que la vie, dans son ensemble, il y a une sorte d'équilibre vivant qui fait que toutes les espèces ont leur communication et s'équilibrent les unes entre elles. Bon, alors il y a des espèces qui sont un peu plus clés que d'autres, etc., pour réenclencher ce qu'on appelle les cascades trophiques. Donc il y en a qui ont une action beaucoup plus importante dans tout ce que ça amène dans la suite, mais finalement... Tout ce système associatif des différentes espèces, nous, on prétend être très fort, d'inventer des choses, etc. Mais beaucoup de choses qu'on invente sont beaucoup moins performantes de ce qu'on peut découvrir en biomimétisme. Au lieu d'être dans des systèmes régénératifs, on pique tout et paf, on fait une déperdition d'énergie, on tue la nature, etc. etc. Enfin, on est complètement à côté de la plaque. Enfin, on se croit des êtres supérieurs et je pense qu'on deviendrait beaucoup plus supérieur si on se considérait comme une espèce qui doit réintégrer le système de vie avec un V majuscule. Et là, on serait beaucoup mieux, beaucoup mieux. Pour ça, il faudrait que l'espèce humaine développe sa modestie, se remette à sa place, voilà. Et donc, inspiration et Ernst Goscht qui vous dit des choses, mais avec des mots beaucoup plus simples que ça, il est extraordinaire. À découvrir, merci beaucoup. Sylvain Tout ce que vient de dire Marielle, ça découle de la permaculture. Exactement. Oui, les écosystèmes, les interdépendances, le biomimétisme, etc. Mais les deux fondateurs, c'était les années 70. Alors, il y a David Lundgren qui vit encore. J'ai réussi à l'avoir en visio en Australie.
Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas dire c'est ce qu'il a écrit, etc., qui m'a inspiré. C'est pas le personnage. Moi, le personnage qui m'inspire, c'est Saint-Exupéry. Voilà. Tout simplement parce que j'adore les personnes qui disent en quelques mots l'essentiel, quels que soient les sujets. Hein. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Voilà. On voit bien qu'avec le cœur et pas l'essentiel, avec les yeux. Nos parents ne nous donnent pas la terre, nous l'empruntons à nos enfants. En 1942, il a dit ça, etc. Donc c'est vrai qu'il en a tellement dit des choses aussi simples que ça, que je trouve que c'est inspirant. Parce que c'était un philosophe, mais en même temps, quelqu'un qui surmontait des défis incroyables. Je pense qu'il avait du courage d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui disait moi, je suis au milieu du désert et c'est là où je m'éclate quelque part. Quand il n'y a plus d'êtres humains autour de moi. Enfin, on sent que c'est profond quand vous en profond, parlez. C'est extrêmement profond. Et Le Petit Prince, c'est un des livres les plus traduits au monde et c'est par hasard. C'est bien possible, oui, parce que c'est sûr. Voilà, on dit c'est souvent, le livre français d'ailleurs. Quand on travaille sur la communication, on dit souvent, tiens, essaie de le dire à un enfant de 7 ans. Et si tu y arrives, c'est que tu es bon. Exactement. Moi, je n'y arrive pas. Peut-être une ou deux questions encore sur ce dirigeant architecte des relations. Je suis tellement passionnée moi-même que j'en perds mon micro. Le terme de management, vous l'avez utilisé. Alors, en très grande synthèse, parce qu'on pourrait en parler toute la nuit, en réalité, comment on fait évoluer le management tel qu'il est pratiqué, pas nécessairement dans vos structures, mais au-delà. Et une autre question aussi qui me semble essentielle, je fais d'une question deux, la transmission de vos entreprises ou de vos projets. Enfin, on a parlé d'essaimage tout à l'heure. Comment est-ce qu'un dirigeant peut faire quand il doit passer la main, pour une raison ou une autre, pour que continue cette culture que vous essayez d'instaurer l'un et l'autre et que vous avez réussi à développer? Ces deux sujets, management, transmission, qui se lance? Bon, je suis dedans, vous voyez bien. En fait, c'est vrai qu'on crée une boîte. Comme on se disait, c'est un bébé, c'est un peu difficile à se séparer. Et donc, dans le projet Perma Entreprise, il y a justement cette notion de pérennité. Il faut savoir que Nancy, c'est indépendant capitalistiquement et que tout ça, on veut le faire pure-durée. Alors, vous dites comment vous faites. Et en fait, au-delà des aspects humains, il faut largement anticiper pour que des gens qui ont beaucoup travaillé vous suivent. Ce que j'ai trouvé un moyen intéressant, c'est la création d'une fondation actionnaire, un dispositif renforcé par la loi Pacte. C'est quoi? C'est de dire, fais un don d'action à la fondation. Donc moi, quand c'est pardonné 10% des actions de ma boîte à la fondation, c'est maintenant à la fondation. Et en conséquence de ça, la fondation va devenir actionnaire et va pouvoir établir une charte d'engagement qui sera, grosso modo, voilà ce que je vais contrôler. Le reste, faites ce que vous voulez. Et donc, moi j'ai mis, voilà, je vais contrôler l'application du modèle Perma Entreprise. Je vais contrôler le fait de faire ou pas des croissances externes parce que nous n'avons jamais fait. Voilà, donc ça, c'est un super moyen parce que demain, je ne suis plus dans l'entreprise, je préside cette fondation actionnaire et je peux contrôler ce qui me semble essentiel vis-à-vis de la pérennité de l'entreprise. Et puis l'autre intérêt, c'est que faut en faire un sujet d'intérêt général et de ce fait, eh bien, les dividendes vont remonter pour financer votre intérêt général. Donc là, on a choisi on a appelé ça l'Institut du Perma numérique. On est un peu obsédé par Perma. Et donc, ça va être de soutenir des projets pour que le numérique soit moins énergivore et peut-être émettre un peu moins de CO2 demain. Voilà. Donc, on a trouvé un sens en lien avec l'activité de Norcis, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Donc, moi, voilà, j'ai articulé la suite comme ça. Intéressant, merci de partager ce modèle ou cette approche en tout cas. Marielle, sur la question du management, puis de la transmission aussi, si vous le souhaitez. Alors, pour moi, la transmission d'abord de la culture d'entreprise, à partir du moment où elle est fortement ancrée, elle est censée avoir une pérennité induite. Bon, évidemment, demain, vous vendez votre entreprise à des gens qui sont sur des modèles classiques, qui vont autodétruire en 6 mois tout ce que vous aurez fait, puisqu'ils récupéreront le portefeuille client, la technologie, des choses comme ça, et puis le reste, ils ne comprendront pas. Bon. Moi, j'en suis pas encore au stade de passer la main. Par contre, j'ai une équipe de direction et j'ai déjà, je dirais, mon successeur potentiel qui est en place.
Et puis après, il faut juste être ouvert. Je pense que dans la vie, quand vous êtes ouvert sur des choses qui peuvent se passer, elles viennent à vous. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, la solution viendra à moi sans que j'ai besoin de la chercher. Et c'est comme ça que je vis. Merci pour cette très belle... Les solutions, il faut mettre les forces en marche et ça vous permettra d'avoir des solutions. Voilà. Merci beaucoup. On aborde la dernière partie. Comme on a démarré avec quelques minutes de retard, je pense qu'on finira avec quelques petites minutes de décalage pour que des questions puissent être posées. Dernière partie plus rapide, au tac, au cœur des livres. Le meilleur livre, selon vous, pour faire découvrir à une dirigeante ou un dirigeant l'intelligence du cœur, telle que vous la définissez, vous? Le Petit Prince. Le Petit Prince. Oui, mais je pense que là, il y a un saut qui est important quand même, Sylvain, parce que tout le monde n'est pas apte à lire Le Petit Prince. Même si c'est des phrases très simples. Moi, je le lis régulièrement, donc je le connais bien aussi. Mais souvent, les gens parcourent Le Petit Prince en se disant « Ah bon, ah bon, ah bon ?» et il n'y a pas l'étincelle, donc je ne sais pas. Pour vous, Marielle, du coup, le livre... Qu'ils lisent mon livre et peut-être ça leur donnera envie de pratiquer. Non, mais je le dis vraiment en toute simplicité, mais ça leur donnera un champ de pratique où ils pourront tester des choses et découvrir, quoi. C'est tout. Quelques questions du fameux questionnaire de Proust, mais pas toutes, hein, parce qu'il est beaucoup plus long. Votre rêve de bonheur? Je ne sais pas ce que c'est qu'un rêve de bonheur. Moi, je suis dans le bonheur, donc tout va bien. Sylvain. Donc, je n'ai pas besoin de le rêver. Oui, c'est une réalité, mais en avançant dans la vie, je recherche des choses de plus en plus simples. Ce que vous détestez par-dessus tout? Détester? L'injustice sociale. Moi, je ne déteste pas. La réforme que vous estimez le plus? La réforme. Bon, moi, j'ai le droit de ne pas avoir de réponse, hein, par exemple. Ah, bah, moi, je fais partie de ceux qui n'en ont pas. Il y en a trop. Il y en a trop. Ce qui s'appelle aujourd'hui une planification écologique. Non, mais là-dessus, il faut vraiment, vraiment, vraiment se remettre en question. Ouais. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence? Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence? D'abord, ce n'est pas des fautes, c'est des erreurs. Moi, je ne comprends pas le mot faute. C'est Proust, hein, qui l'a employé. Moi, oui, mais je ne comprends pas. Et je trouve que les erreurs sont un terrain d'apprentissage. Donc voilà. Oui, on est très proche là-dessus. Mais je crois que c'est important de laisser aussi les uns et les autres faire des erreurs. On n'apprend pas par le succès. On apprend par les difficultés, les erreurs. Et donc, c'est vrai que dans l'entreprise, il pourrait y avoir cette espèce de comportement généralisé qui est sanctionné. Moi, je pense qu'au contraire, il faut rebondir pour en faire quelque chose de positif. Votre devise, si vous en avez une? Aimer. Partir à fond et après accélérer. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes peut-être pour prendre des questions dans la salle ou en ligne. Il y a des questions. Pas de questions en ligne? Pardon, je reprends mon micro. Pas de questions en ligne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question. Est-ce que on peut donner le micro à madame? Voilà. Merci. D'après vous, comment vos résultats financiers sont impactés par le management que vous avez mis en place? Moi, je peux répondre. En fait, vous voyez, je parlais du turnover dans mon secteur d'activité, dit de l'informatique, 20 à 25%. Capgemini, le plus gros, a annoncé ça en début d'année, chute de 12% de ses actions. On est à moins de 10%. Si on était dans la normalité, le management classique, sur 650 et 600, ça ferait 20%, 120 personnes à recruter. Le recrutement d'une personne coûte des dizaines de milliers d'euros. Son remplacement coûte. Des clients vont dire « Attendez, vous me remplacez des personnes, pendant un mois, vous ne me facturez pas, etc. » Donc l'impact financier, il est énorme. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Avant Covid et post-Covid, le nombre de jours d'arrêt maladie à Norcis en moyenne. 2.
regardez les chiffres de la normalité, vous voyez que là, vous récupérez à peu près une dizaine de jours de travail facturé par rapport aux autres. Donc, et je peux en prendre d'autres, mais je ne vais pas être trop long. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'avec le modèle permanent entreprise, on va créer un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on part, non, on ne part pas de la maximisation du profit dans son modèle, hein, du tout. Et en fait, on va finir par arriver à gagner plus d'argent que les autres et valoriser bien plus l'entreprise. C'est ça que j'essaie de démontrer. Merci beaucoup, merci pour votre question. Marielle ? Je vous réponds de la même manière, en fait. Notre bas de bilan est exceptionnel. Par rapport au marché qui tourne entre moins 5% et 3% de rentabilité, on est loin devant. Alors ça reste un chiffre confidentiel, donc je ne vous donnerai pas les éléments chiffrés. Mais à partir du moment où vous êtes dans des systèmes de respect, d'ouverture, de mettre les gens en confiance pour essayer d'exploiter leur potentiel qu'ils ne connaissent pas nécessairement, je veux dire, c'est cadeau sur toute la ligne. On est sur un positionnement d'excellence. Ça repose sur l'engagement des collaborateurs et de nos partenaires qui travaillent avec nous. Si c'est ce groupe d'actionnaires, il n'y a pas de groupe d'actionnaires, si ce groupe d'intervenants n'est pas dans cet engagement-là, votre positionnement d'excellence, il n'existe pas. Vous vous rendez compte que notre métier de base, c'est de prendre des commandes, de réceptionner en entrepôt, donc de manutentionner, de charger des camions, décharger des camions, remanutentionner, faire des enlèvements, des livraisons. Enfin, sur le plan de l'Europe de l'Ouest, ce n'est qu'un sujet d'hommes et de femmes qui sont entre bac-5 et bac+3. Et il faut que tout ça, ça fonctionne comme ça. Ça repose sur le management, ça repose sur tout ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure. Et le résultat, il est vertueux. Hein. Spontanément vertueux. Demain, vous faites la même chose en disant, voilà, mon bas de bilan, je veux ça, alors je vais faire ça, ça ne marche pas. Hein. Sauf si vous achetez 5 et que vous revendez 100, à ce moment-là, évidemment, ça va se fabriquer. Mais est-ce que ce sera sur la durée, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Ce sont des systèmes vertueux. À partir du moment où on permet aux gens de s'exprimer, de se développer, de se découvrir, et je rejoins cette notion d'intelligence du cœur, c'est-à-dire qu'on retombe bien sur les valeurs que vous avez listées tout à l'heure. C'est quelque chose qui est magnifique. Ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Merci beaucoup pour vos interventions. Je trouve très intéressantes. Alors moi, je ne suis pas dirigeant d'entreprise, mais je trouve que votre modèle est vraiment intéressant. Et comment on fait pour convaincre un dirigeant d'entreprise classique à passer vers le modèle non classique ? On se lève tôt et on se couche tard. Non. Je pense que je disais un peu avec provocation tout à l'heure, mais il faut rentrer par le niveau d'écoute qu'a la personne. Souvent, ça va être l'argent au départ. Donc, il faut commencer à essayer de démontrer, ce que j'expliquais rapidement, qu'un modèle comme ça va être performant, voire plus performant que les autres. Et donc là, c'est pour ça que moi, je ne tiens la route que parce que j'applique depuis 20 ans ce modèle-là. Sinon, je pense qu'on dirait que c'est un utopique. Hein. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas seul. Parce que souvent, j'ai vu des milliers de dirigeants. Quand le jeu s'ouvre, ils disent « Ouais, mais comment je vais faire ?» En fait, ils ne savent pas faire. Il n'y a pas de modèle, il n'y a rien qui existe. Et comme je vous dis, l'entreprise adore copier. C'est là où je dis « Mais attends, moi, j'ai toute la méthode, elle est appliquée, il y a une école pour te former, etc. » Donc, il faut arriver à créer cette confiance. Et pour créer cette confiance, c'est de ne pas être seul et d'être accompagné. Après, comment dirais-je, les argumentations, faut les projeter par rapport au contexte de son entreprise, ce qu'il fait, etc. Et avec des exemples concrets, lui montrer qu'il va gagner dans le temps. Ça, c'est aussi important. Merci Sylvain. Marielle ? Ah ben moi, il suffit qu'on est dans une équipe, on n'a pas besoin d'être à la tête de l'entreprise.
et on se met à pratiquer, il va y avoir des tas de choses rayonnantes qui vont se révéler. Donc la démonstration, elle va se faire toute seule. À partir du moment où on a envie d'animer la chose. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que c'est quand même un changement d'attitude, presque de mode de respiration dans le fonctionnement. Et puis, faut bien montrer qu'est-ce que les gens ont réussi à réaliser. Il faut les mettre en miroir vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que souvent, ils ne prennent pas acte de ce qu'ils ont été capables de faire. Et ça marche bien. Ça donne envie de continuer, quoi. Et puis après, ça se raconte également à une direction. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut s'étendre très facilement. Franchement, c'est que du bon sens. Hein. C'est pas des grandes théories, c'est pas que du bon sens. Mais une envie d'eux, vous voyez, il faut enclencher l'envie d'eux. L'envie, tout un sujet. Merci beaucoup. Cette rencontre, je ne sais pas pourquoi, m'a fait penser obstinément à la fin du discours de Vincent Lindon à Cannes, être vivant et le savoir. C'est ce que j'ai ressenti en fait en vous écoutant. Merci beaucoup pour ce que vous avez partagé l'un et l'autre. Je représente vos livres. Parce que c'est important, renforcer l'intelligence collective de votre entreprise, le management dialogique en pratique de Marielle Bloch-Dolande aux éditions EMS, Management et Société, publié l'année dernière, 2021. Et ce très joli livre aussi, La Perma-entreprise, un modèle viable pour un futur vivable, inspiré de la permaculture, de Sylvain Brezard, illustré par Étienne Appert. Quelques annonces pour terminer ce regard croisé. Première annonce, vous allez très probablement lire cet été, en tout cas on vous le souhaite, et vous pouvez aller sur le tout nouveau site de la HLU, la Heart Leadership University.org, dans lequel vous trouverez des recommandations de lecture, énormément de livres passionnants pour approfondir, prolonger notre discussion. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, la newsletter de la HLU, pour recevoir les invitations aux prochains regards croisés qui reprendront à la rentrée après la pause estivale. Et nous aurons comme invité Thomas Uriez, le fondateur de 1083, le Gin Made in Local, très intéressant, qui a écrit un livre Remade in France, et François de Guéniveau, l'entreprise responsable. On vous spécifiera la date très bientôt. HLU croit au pouvoir des livres, mais aussi au pouvoir des images. Et donc, allez voir, précipitez-vous sur la web-série du Cœur aux Actes, qui est vraiment un magnifique moment, en fait, qui raconte le parcours du Cœur aux Actes. Donc, c'est un film, une exploration, et elle a été primée au Green Awards de Deauville, le 16 juin dernier. Donc, allez voir, épisode 1, 2, 3, ils valent tous le détour. Et nous sommes très heureux, donc, comme je le disais au début, d'accueillir une deuxième promotion de dirigeantes et dirigeants demain, le 21 juin, début de l'été, fête de la musique, tout un programme pour le parcours du Cœur aux Actes. Voilà pour toutes ces annonces. Continuez à nous suivre. On a été ravis de vous recevoir. Merci encore du fond du cœur. Et merci à toutes et tous qui étaient présents dans la salle et également en ligne. À bientôt.